días a todos, buenas tardes para otros, según dónde están. Soy Céline Mignot, prosecretaria Marianne, y hoy les voy a presentar nuestra charla. Dentro de nuestro ciclo Marianne, en el mes de julio, donde celebramos el mes de las revoluciones, decidimos armar esta charla sobre Marianne, la République y la laïcité, repasando así los símbolos alegóricos de las naciones. Tenemos con nosotras a nuestra invitada, Anne-Françoise Pasquier, que va a hablar a título personal, y nuestra entrevistadora, Adriana Muschilo. Voy a presentarlas primero. Anne-Françoise tiene 54 años, fue profesora agrégée de historia y hoy es inspectora académica. Es actualmente referente laicidad para la Academia de Versalles, a cargo también de cuestiones relacionadas a la memoria y a la ciudadanía. Entre otras cosas, es responsable de la formación del personal sobre el conjunto de estos temas. Adriana Muschilo es periodista cultural y psicóloga social. Es colaboradora permanente en la sección cultural del diario Clarín y en la revista Enie, docente de la primera escuela itinerante de psicología social. Trabaja como consultora y capacitadora para la cooperación internacional al desarrollo. Es miembro FOPEA, Foro de Periodistas Argentinos, y es una de nuestras socias Marianne. Adriana entonces hará las preguntas en castellano, porque Anne-Françoise entiende bastante el castellano, pero por un tema de fluidez va a hablar en francés, así que no se olviden de activar la opción de interpretaría, donde podrán escuchar a Pamela López, intérprete profesional, que nos da ese favor. Dejo la palabra a Adriana. Bueno, muy bien, buenos días y buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacerle a Anne-Françoise, en tanto miembros de la Asociación Marianne, es justamente ¿qué significa Marianne? ¿Quién es Marianne? Bonjour, effectivement, nous sommes 15 juillet, lendemain du 14 juillet, de la fête nationale en France. Alors je dis tout de suite, si l'interprète ça ne marche pas, vous me le dites pour que je reprenne, si vous me faites signe. Et donc voilà, pour le 14 juillet, on voit beaucoup le visage de Marianne, et vous-même vous êtes les Mariannes, ce qui est très touchant pour moi. Pour autant, Marianne, on ne sait pas toujours qui est derrière Marianne. Et si je vous posais la question, peut-être que certaines vous diriez la France, ou bien la République, ou bien la nation, ou bien le pays. Et en fait, c'est un petit peu tout ça, Marianne. Selon les époques, c'est un petit peu tout ça. Parce que Marianne, d'abord, c'est une allégorie, donc une figure féminine, parce que la France, parce que la République, la liberté, parce qu'au départ, Marianne, c'est surtout la liberté, ce sont des mots féminins en français, et donc ils sont représentés par des allégories féminines. Donc au départ, Marianne, c'est la liberté, et elle est représentée avec ce bonnet phrygien au-dessus de la tête, qui est un symbole depuis l'Antiquité, un symbole de liberté que portaient les esclaves affranchis. Et au moment de la Révolution française, on a beaucoup de symboles hérités de l'Antiquité, que l'on reprend de l'Antiquité, on reprend donc ce bonnet phrygien, on prend cette figure féminine, et puis on prend le prénom le plus répandu à l'époque. Anne, Marie, Marie-Anne et Marianne sont les prénoms les plus répandus en France. Donc cette représentation féminine, bien voilà, qui représente la liberté, on la nomme Marianne petit à petit, et puis progressivement, elle va donc devenir un symbole de la France, un symbole de la République, notamment au moment où, au XIXe siècle, après la Révolution française, la monarchie se rétablit. Donc c'est moins la monarchie et plutôt la nation, et puis de nouveau la République. Et aujourd'hui, Marianne, sur nos timbres par exemple, eh bien, elle représente plutôt l'État, en fait. C'est vraiment voilà, l'État et l'ensemble des services publics tels qu'ils existent aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de choses derrière Marianne, beaucoup d'identités diverses. Muy bien. Bueno, y entonces, ya que más o menos tenemos claro quién es Marianne, quizás podrías hablarnos un poco de la bandera francesa, bleu, blanc, rouge, los colores azul, blanco y rojo, ¿no? ¿Y qué significa la bandera francesa? Alors, il y a beaucoup d'histoires autour du drapeau français. Il y a une légende
qui est probablement vrai, mais qui ne suffit pas, qui dit que au début de la Révolution française, en 1789, Lafayette, et on se souvient que Lafayette s'est battu lors de la guerre d'indépendance aux États-Unis, que Lafayette aurait proposé au roi de France une cocarde. Donc une cocarde, donc ce symbole, c'est pas un symbole, mais cet objet rond que l'on accroche à la boutonnière, qui ressemble à une cible. Et donc il aurait proposé une cocarde où il aurait mis les couleurs de Paris, bleu et rouge, et puis le blanc, couleur du roi. Et qu'en mélangeant ces trois couleurs, il aurait dit au roi, cette cocarde va faire le tour du monde. Alors, il a probablement, Lafayette aimait beaucoup faire ce genre de choses, donc il a sûrement fait cela. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que sont nées les trois couleurs françaises. D'abord parce que, à cette époque, le bleu et le rouge sont plus tellement les couleurs de Paris. Paris utilise plutôt d'autres couleurs. Mais surtout, les rois de France eux-mêmes ont beaucoup utilisé le bleu et le rouge. Et on a beaucoup de représentations du Moyen-Âge où on a déjà ces trois couleurs bleu, blanc, rouge. Et puis le blanc, ça ne représente pas le roi, ça représente le royaume, ce qui n'est pas pareil. Donc ça représente le pays. Ce qui veut dire qu'au plus fort de la Révolution française, lorsqu'on abolit la royauté, lorsqu'on décapite le roi, on garde les trois couleurs bleu, blanc, rouge, parce que le blanc, ça représente en fait le pays. Au-delà de la royauté, ça représente la France. Et puis la troisième chose, c'est qu'au départ, les cocardes, elles mélangent les trois couleurs, mais parfois on a bleu, blanc, bleu, rouge, ou bleu, rouge, bleu, blanc, enfin voilà, il y a plein de couleurs, on les mélange, et puis on s'inspire beaucoup en fait, là encore, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, lorsque Lafayette fabrique cette cocarde, en fait, il se souvient de la cocarde des patriotes américains au moment de la guerre d'indépendance. Donc les trois couleurs, elles ne se fixent que très progressivement, et c'est vraiment au 19e siècle seulement que ça devient telles qu'elles sont fixées. Bleu, blanc, rouge, ça s'est fixé pour les bateaux pendant la Révolution française, et puis pour le reste de la nation, ça se fixe vraiment au 19e siècle comme effectivement, pour le coup, le symbole de la République française. Claro. Justamente 13 años antes se había declarado la independencia en los Estados Unidos y como tú has dicho bien, el Marqués de Lafayette había participado activamente de esa revolución. Bueno, justamente estamos festejando, el día de ayer, el día 14 de julio, se celebró la toma de la Bastilla, ¿no? El inicio de la Revolución Francesa, y en esos días, muy cerquita después de ese día del 14 de julio, se firmó la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Entonces la pregunta que se nos presenta ahora, que se nos impone en estos tiempos, es, ¿se ha considerado a la mujer qué rol juega o jugó la mujer en esa Declaración de los Derechos del Hombre? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, effectivement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, quand on parle de l'homme et du citoyen, on ne parle pas de la femme et de la citoyenne. Ça, c'est très clair. Et il y a une révolutionnaire célèbre qui s'appelle Olympe de Gouges, qui a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Avec évidemment, on l'imagine bien, le droit de la femme ou des femmes, comme les hommes, à vivre libres et à naître et à demeurer libres et égales entre elles et entre eux par rapport aux hommes, à avoir le droit de vote et tous les droits attachés à la citoyenneté. Bon, elle aussi, elle a mal fini, hein, elle a été également condamnée à mort. Donc ça ne lui a pas réussi. Globalement, les révolutionnaires, ils ne sont pas très favorables aux droits des femmes. On va le dire comme ça, à quelques exceptions près. Alors, si on revient en même temps que cette déclaration des droits de l'homme, ou plutôt dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a ce premier article que j'ai cité, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc on a les deux premiers mots de ce qui devient ensuite la devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. Tous les pays ont un drapeau, beaucoup de pays ont des allégories, comme nous avons Marianne. Tous les pays n'ont pas une devise. La France a choisi d'avoir une devise. Le roi de France n'avait pas nécessairement une devise. Au Moyen-Âge, les grands seigneurs ont souvent des devises, mais pas tellement les rois de France. Mais la France choisit d'avoir une devise, alors qu'elle choisit de ne pas avoir de symbole visuel, comme la fleur de lys pour les rois de France, ensuite comme les abeilles pour Napoléon. En revanche, elle choisit d'avoir des mots. Et donc, on voit bien toute la force du discours. Il y a l'idée que plutôt que des figures, plutôt que des noms, eh bien, la France choisit d'avoir des mots, et des mots très abstraits comme devise,
puisque ce sont trois notions, liberté, égalité et fraternité. Alors, je n'oublie pas les femmes, hein, j'ai l'air d'être partie un peu loin, mais je n'oublie pas les femmes. Mais je vais commencer par prendre 2 minutes sur liberté, égalité, et puis les femmes reviendront si ça te va, Adriana. Liberté, alors je ne vais pas vous définir, vous savez très bien ce que signifie liberté et égalité, je ne vais pas du tout reprendre ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, et on l'a tout à un moment ou un autre vécu dans nos vies, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a une grande tension entre la notion de liberté et la notion d'égalité. Et plus on a de liberté, et plus les inégalités sont importantes. Et à l'inverse, plus un régime politique choisit d'établir une égalité entre ses citoyens, et plus il restreint les libertés. Et donc, finalement, liberté et égalité, ça vient dans chaque régime politique, et la façon dont je parle avec les mains, hein, la façon dont le curseur se déplace depuis la liberté vers l'égalité ou inversement, ça vient signer un régime démocratique, plus ou moins démocratique, mais en tout cas avec des équilibres différents. Et puis le troisième mot de la devise, c'est fraternité. Et alors fraternité, c'est un mot extrêmement important en 1789 et depuis aussi, mais d'abord fraternité, ça vient du mot frère, hermanos. Et quand les révolutionnaires de 1789 mettent en exergue ce terme de fraternité, ils disent que l'on passe d'un régime des pères, padres, à un régime des pères, pares. C'est le même, à l'oreille, c'est le même mot en français, c'est pour cela que je dis aussi en espagnol. Et voilà, on passe un régime des pères, pares, et donc un régime des frères. Et on voit bien qu'en fait, en passant un régime des frères, on oublie les sœurs. On ne parle pas on ne parle pas de la sororité, mais seulement de la fraternité. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, ce mot de fraternité, dans certaines parties de la population, dans certains mouvements féministes importants, on a du mal avec ce mot de fraternité pour cette raison. Parce que, en fait, il nous installe dans un monde strictement masculin. Et le monde de 1789 est globalement, du point de vue de la citoyenneté, un monde masculin où les femmes, effectivement, n'ont pas le droit de vote. Et alors, elles obtiennent le droit de divorce pendant la Révolution française, mais c'est un droit de divorce qui ensuite il n'est pas complètement éliminé, mais il est, on va dire, resserré, rétréci, amoindri. Voilà, amoindri avec l'arrivée de Napoléon, et parce que le Code civil de Napoléon fait de la femme une mineure. Elle est une mineure par rapport à son père, et puis ensuite elle est une mineure par le mariage par rapport à son mari, et c'est seulement lorsqu'elle arrive soit à divorcer, soit lorsqu'elle est veuve, qu'elle obtient une majorité, au sens qu'elle a le contrôle de ses propres biens. Mais jusque-là, c'est compliqué. Voilà, donc je reviens à la fraternité. La première notion qu'il faut voir dans fraternité, paradoxalement, c'est une notion un petit peu négative, puisque c'est l'exclusion ou la non prise en compte des femmes. Mais si je m'arrêtais là, je serais vraiment très injuste avec les révolutionnaires, ce serait vraiment très impoli de ma part, parce que bien sûr, dans la fraternité, on ressent quelque chose qui est de l'ordre, qui est plus que la solidarité. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup la solidarité, et en France, récemment, pas actuellement, hein, mais dans les années précédentes, nous avons eu parfois un ministère de la solidarité. On parle beaucoup de la solidarité nationale. Et dans la solidarité, il y a l'idée de l'entraide. Tu m'aides et je t'aide et on se tient les coudes. Bon, voilà, j'ai besoin de toi aujourd'hui et peut-être auras-tu besoin de moi demain. C'est la solidarité. Alors que la fraternité, elle va plus loin. La fraternité, elle comprend une notion de chaleur humaine, d'amour humain. D'amour, d'affection, d'amitié, on peut mettre le mot que l'on veut. En tout cas, dans la fraternité, il y a donc plus que la solidarité. Il y a cette, voilà, je ne peux pas le dire mieux, cette notion d'amour qui, la plupart des révolutionnaires, ils ne sont peut-être plus tous croyants, mais ils ont tous, pour l'essentiel, peut-être pas tous, mais beaucoup, ils ont une culture religieuse. Ils ont une culture très souvent catholique. Et on voit bien qu'il y a là, dans la fraternité, en fait, il y a aussi une dimension relative à cette éducation chrétienne. Voilà. Donc, à la fois, plus que la solidarité, l'idée du bien commun, de la chaleur humaine, de l'amour du genre humain, et puis, en même temps, cette exclusion des femmes. Il faut se souvenir, je veux dire, que lorsque
avec Olympe de Gouges et d'autres, est évoqué le fait que les femmes pourraient voter. Il y a quand même beaucoup de révolutionnaires qui pensent que les femmes ne devraient pas savoir lire parce que ça leur fait bouillir le cerveau. Voilà. Et donc, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais on pense que le cerveau des femmes pourrait bouillir et donc s'abîmer si elles apprenaient à lire. Excelente. 232 años después, estamos Voilà. por suerte bastante mejor, pero también tenía un valor de reproducción, ¿no? Digamos, ese era el valor de la mujer, el valor de la reproducción y de la continuidad del apellido y de la especie, ¿no es cierto? Y por ende del trono también. Bueno, genial, tenemos ya muchos conocimientos sobre la Revolución Francesa, sobre la bandera de Francia, sobre el símbolo de Marianne, y nos queda hablar de otro de los temas que nos convocan en esta reunión, que es el tema de la laicité, ¿no es cierto? El carácter de laico de un Estado, por ejemplo, y específicamente, que es justamente la especificidad y la métier de Anne-Françoise, específicamente la laicité en la educación. Entonces, queremos saber en Francia, cuando se dice laicité, laicidad, ¿a qué se están refiriendo? ¿De qué estamos hablando específicamente? Alors, la laïcité, peut-être d'abord la laïcité en général et ensuite especialmente et plus précisément à l'école. La laïcité en France, c'est à la fois une notion spécifique et puis peut-être pas si spécifique que ça. La grande date en France, c'est la loi de 1905, qui est une loi qui ne parle pas du tout de laïcité en réalité, enfin, qui n'emploie pas le mot de laïcité, mais qui dit que l'État est neutre, et donc que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte au sens de la pratique religieuse. Alors, si on se replace dans le contexte, et je vais revenir de nouveau ensuite à la Révolution française, lorsque la République, progressivement, au cours du XIXe siècle, s'installe en France, c'est long, c'est difficile, c'est violent. Il y a des révolutions et des contre-révolutions, des coups d'État, voilà, c'est très violent. Mais à partir des années 1870-75, disons, progressivement, la République s'ancre, vraiment s'enracine, et notamment dans les campagnes, qui sont des lieux très croyants, où la population est très majoritairement catholique. Et lorsque la République s'ancre, en gagnant les élections année après année, en même temps, elle a où les gouvernants ont toute une réflexion sur comment défaire l'emprise de l'Église catholique. L'une des raisons, par exemple, pour lesquelles les Françaises, les femmes, obtiennent si tardivement le droit de vote, c'est qu'on pense que les femmes sont influencées par leurs confesseurs, par leurs prêtres catholiques, beaucoup plus que les hommes. Et donc on pense que si on leur donne le droit de vote, elles vont voter comme leur dira leur prêtre, et donc pour des candidats qui ne soutiendront pas nécessairement la République française. C'est l'une des raisons pour lesquelles le droit de vote des femmes arrive si tard en France par rapport à d'autres pays. Donc à partir des années 1870, progressivement, la République, elle s'ancre par des lois très importantes. Alors on connaît les lois de Jules Ferry de 1880-82 sur l'école laïque, justement gratuite et obligatoire, les lois sur la liberté de la presse. Voilà, il y a un certain nombre de lois qui donnent à la République un cadre législatif très important et un cadre dans la pratique. Mais la question de l'Église catholique, c'est vraiment le problème. Enfin, le problème pour les républicains, il est là. Hein. Les protestants sont très majoritairement républicains et les populations juives sont très peu nombreuses. Mais excusez-moi, je vois Céline qui parle en même temps, je suis désolée. Mais les populations juives, d'une part, elles sont très peu nombreuses, et d'autre part, en 1870, y compris dans l'Algérie devenue française, elles obtiennent une citoyenneté pleine et entière. Donc le problème, c'est vraiment l'Église catholique. Et puis, il n'y a quasiment pas de population musulmane. Il y a d'abord une période, fin 19e siècle, très violente. Vraiment, on se bat. C'est pas la guerre civile, il ne faut pas exagérer. Mais ce sont des bagarres importantes parce que progressivement, l'État veut récupérer l'éducation, veut récupérer des biens de l'Église, un certain nombre de choses. Et la loi de 1905, elle arrive au contraire pour apaiser. Donc aujourd'hui, on pense que la loi de 1905, qui est une loi très importante, le 9 décembre, jour du vote de cette loi en 1905, le 9 décembre, c'est pas une fête nationale en France, mais c'est une journée importante. C'est la journée de la laïcité. Eh bien, cette loi, on a tendance à croire que c'était une loi de combat, que c'était pour, une loi de combat, alors qu'en fait, c'est une loi d'apaisement. C'est une loi pour essayer de remettre tout le monde autour de la table.
voilà, les républicains, les monarchistes, les catholiques, pour faire que tout le monde arrive à s'asseoir, à s'entendre, avec la grande idée, donc cette loi elle est portée notamment par Jean Jaurès, un grand dirigeant socialiste, et Aristide Briand. Et donc cette loi, elle est portée avec l'idée que si on n'arrive pas à apaiser, si on ne trouve pas un compromis, ce sera sans arrêt le conflit, la guerre civile. Alors peut-être pas la guerre civile au sens vraiment militaire, mais en tout cas, ce sera sans arrêt une atmosphère de combat et de violence. Donc la première étape en 1905, c'est de dire, on s'assoit autour de la table et l'État dit, je suis neutre. Donc la neutralité de l'État, donc je ne reconnais ni ne subventionne aucun culte et les seules limites que je pose, ce sont ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public, des grandes manifestations dans les rues qui peuvent gêner l'ordre public, et puis bien sûr des pratiques qui pourraient être contraires aux grandes lois républicaines, tout simplement. Mais c'est tout. Et donc ça, c'est très important. Et tout au long du XXe siècle, cette loi, même si parfois elle est critiquée, interrogée, encore aujourd'hui on nous dit peut-être faudrait-il la réécrire, mais en fait, une fois qu'on a dit ça, tout le monde s'arrête, parce que c'est vraiment une loi de compromis. Et c'est une erreur de croire que c'est une loi de combat. Et avant de passer à l'école, je voudrais remonter en arrière pour donner un élément supplémentaire. Il ne faut pas confondre la laïcisation, c'est-à-dire le fait que l'État veille donc à devenir neutre dans toutes ses actions, notamment à l'école. Il ne faut pas le confondre avec la sécularisation. La première étape, c'est la sécularisation. En France, elle a lieu avec la Révolution française. Et l'exemple qu'on donne souvent à l'école de sécularisation, parce que c'est très clair pour les enfants, c'est qu'à partir de 1789, on peut naître, se marier, éventuellement divorcer, et mourir en dehors de l'Église. La déclaration, elle n'est plus sur le registre paroissial, mais au registre d'état civil. On se marie à l'hôtel de ville et non plus à l'église, ça n'empêche pas, mais en tout cas, c'est à l'hôtel de ville qu'on se marie. Et lorsqu'on meurt, la déclaration de décès, elle se fait à l'hôtel de ville et on peut être enterré dans le cimetière communal avec ou sans appartenance religieuse. Donc cette sécularisation, c'est une étape très importante qui préfigure la suite, c'est-à-dire qui préfigure le fait que l'État dit désormais je suis neutre et donc je facilite encore un peu plus votre naissance au sens de votre enregistrement, votre mariage, votre décès, je facilite tout cela par ma neutralité. Mais je ne vous empêche évidemment pas, par exemple, de faire baptiser vos enfants ou d'avoir une cérémonie religieuse liée à la naissance de votre enfant, liée à votre mariage ou liée à votre enterrement, évidemment. Et puis, cette loi de 1905, elle fait bien la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. La sphère privée, c'est on comprend bien, hein, chez vous, chez moi, voilà. Dans le cadre de ma maison, j'ai bien le droit d'avoir les opinions religieuses que j'ai envie d'avoir. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire n'importe quoi par ailleurs, mais mes opinions religieuses ne regardent que moi. Dans la sphère publique, mes opinions religieuses ne sont pas interdites, mais elles ne doivent pas troubler et elles ne doivent pas envahir les opinions des autres. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de manifester mon opinion religieuse, ou la laïcité aujourd'hui prend un sens plus large, des opinions relatives par exemple à l'orientation sexuelle, j'ai bien le droit de les manifester dans la sphère publique, mais sans empêcher les autres d'avoir d'autres opinions. Et puis l'école, puisque la question, Adriana, la question que tu me posais, c'était l'école. Alors l'école, c'est autre chose. Parce que justement, ça n'est pas la sphère privée et ça n'est pas la sphère publique. C'est un troisième lieu, je dirais, et qu'il ne faut pas confondre avec les deux autres. Alors la laïcité à l'école, qu'est-ce que c'est? Il y a deux réponses. Il y a la réponse du côté des adultes qui travaillent dans l'école, les professeurs et tous les autres, tout le monde est mis sur le même plan. Et puis il y a les enfants, et en plus il y a leur famille. Du point de vue des adultes, c'est simple, c'est très facile. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. Donc en tant que fonctionnaire, je dois respecter une absolue neutralité. À aucun moment je n'ai le droit d'évoquer mes opinions religieuses ou par extension mes opinions politiques, ou tout à l'heure je donnais l'exemple de mon opinion relative à l'orientation sexuelle de telle ou telle personne. Voilà. En tant que fonctionnaire, je suis neutre et j'insiste parce qu'il n'y a aucune exception possible. Mais par ailleurs, j'ai quand même droit au respect de ma liberté de conscience. Ça veut dire que mon supérieur, mon chef,
peut et a l'obligation de m'autoriser à m'absenter, par exemple pour une fête religieuse. Si ma religion fait que j'ai une fête religieuse un jour de semaine, alors je ne peux pas prétendre avoir 200 jours, 200 fêtes religieuses dans l'année, évidemment. Mais pour quelques-unes, il y a une liste très précise qui existe. Donc mon chef doit pouvoir m'autoriser à m'absenter. Mais mis à part ça, voilà, neutralité. Sans point. Pour les enfants, c'est différent. Les enfants, ils ont leur liberté de conscience et leur liberté d'expression parce que l'école est un lieu où on apprend la liberté de conscience et où on apprend la liberté d'expression. Donc on ne peut pas, et ce serait contre-éducatif, de dire à un enfant tu n'as rien le droit de dire. Mais l'école est vue comme un lieu sécurisant, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'exprimer ou penser en sécurité. Et on doit pouvoir aussi entendre d'autres. C'est un lieu d'émancipation. La laïcité, c'est un principe émancipateur. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir se frotter à d'autres opinions religieuses ou politiques. Et donc, puisque je peux me frotter à d'autres opinions, je dois aussi pouvoir énoncer la mienne, mais évidemment sans caractère prosélyte, hein, sans caractère voilà, sans vouloir influencer les autres, mais je dois pouvoir énoncer. Et l'une des grandes missions des enseignants, c'est d'être en capacité d'entendre ce qui est dit, et en même temps, je dirais, quand même de canaliser les choses et de ne pas dire que tout est permis, que tout est autorisé. Mais d'apprendre aux élèves cette distinction entre la liberté de conscience, la liberté d'expression, et puis le fait de respecter la liberté d'autrui. Voilà, donc la laïcité à l'école, c'est cela pour les enfants, pour les adultes, hein, personnels, pour les enfants. Et puis les familles, quand elles entrent dans l'école, de même que les enfants, on ne va pas leur demander de ranger, de laisser à la consigne, à l'entrée de l'école, leurs opinions religieuses. Donc évidemment que les familles sont acceptées avec leurs opinions religieuses ou politiques, etc., etc. Mais de la même façon, on attend d'elles qu'elles comprennent que l'école, c'est ce lieu sécurisant où on peut se frotter à d'autres opinions. Donc elles ne peuvent pas attendre de l'école qu'elle mette en valeur ou que l'école accepte certaines pratiques qui seraient contraires à cette neutralité générale. Bien, ¿y cómo eso se desarrolla? Es decir, ¿por qué aparentemente, por qué esta cuestión del aprendizaje de los chicos en las escuelas respecto de esta emancipación, digamos, por qué esto parece ser un problema en las escuelas? Parce que parfois il y a un malentendu et que parfois certaines personnes confondent laïcité et athéisme. Voilà. Et donc certaines familles craignent, en mettant leurs enfants à l'école publique, craignent qu'on leur enseigne l'athéisme et qu'on interdit, ou qu'on leur dise, voilà, Dieu n'existe pas, ou bien tu n'as pas le droit de croire, tu n'as pas le droit de prier. Donc le premier problème, il est là. Or la laïcité, ça n'est pas. Certains parents pensent, parce qu'on ne l'a pas suffisamment bien expliqué, hein, pensent que c'est comme une option parmi d'autres. Alors je peux cocher la case catholique, ou la case protestant, ou la case musulman, ou la case juif, ou la case laïque. Non, la laïcité, c'est le cadre de tout ça. En revanche, personne ne coche jamais de case. Hein. C'était une image. Je ne dis pas du tout que c'est un. J'ai vu la question de Susanna. C'est pas du tout. Je n'étais pas en train de dire qu'il y a une vraie fiche. Hein. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, la laïcité, ce n'est pas une option parmi d'autres, c'est un cadre. Et c'est un cadre qui te permet, enfant, de croire, mais qui permet à chacun d'entre nous, sur l'ensemble du territoire, je dirais, de croire, de ne pas croire, de changer d'opinion. C'est en ça que la laïcité, c'est un cadre qui est sécurisant et qui est émancipateur. Tu as le droit de croire de la façon que tu veux. Tu as le droit de changer d'opinion religieuse, donc de te convertir à une autre religion. Tu as le droit de ne pas croire et tu as le droit d'aller de l'un à l'autre, si je puis dire. Voilà. Donc, la première difficulté à l'école, c'est lorsqu'on croit que la laïcité, c'est l'athéisme, alors pas du tout, et que la laïcité reviendrait donc à interdire des pratiques, voilà, et à être, comment dirais-je, à restreindre la liberté des familles. Et alors, pour répondre à la question du voile, je prends ensemble, hein, si vous permettez, Susanna et Marie, je prends vos deux questions en même temps, la question du voile intégral et des menus spéciaux. Alors,
Sauf que les menus spéciaux, c'est à la cantine, et puis le voile intégral, c'est dans l'espace public et pas. Alors, je vais peut-être prendre d'abord le voile intégral à l'école. Le voile intégral à l'école, ça n'est pas une question. C'est-à-dire que les personnels, ils ont ce devoir de neutralité. Donc, ne voile ni intégral, ni pas intégral, ni. Voilà. Quand je me présente à l'école en tant qu'enseignant ou personnel de direction, évidemment, je ne vais pas porter de signes distinctifs de quelque ordre que ce soit. Ni le voile, ni une médaille, ni une kippa, ni ce que tu veux. Si je suis parent d'élève, maman en l'occurrence, alors on voit bien tout de suite que ce qu'on désigne, ce sont les femmes, mine de rien. C'est toujours au bout du compte vers les femmes qu'on pointe le doigt, beaucoup plus que vers les hommes. Donc, si je suis maman d'élève, rien ne m'interdit, je ne suis pas personnel de l'école, donc rien ne m'interdit de me présenter avec un voile intégral. Mais après, il peut y avoir un travail qui va être, c'est pas tellement la question du voile intégral, c'est est-ce que effectivement ces mamans vont effectivement se présenter à l'école? Est-ce que tout leur entourage social, familial, etc., va les laisser exercer pleinement ce travail qu'on appelle de coéducation avec l'école? C'est plutôt ça la question. Après, peut-être que Susanna, je ne sais pas, je fais référence à la question qui a souvent été agitée des mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Alors, accompagner une sortie scolaire, ça n'est pas exercer une fonction pédagogique. Donc, ça n'est pas être comme un personnel. Donc, on a le droit d'accompagner des sorties scolaires. Mais c'est vrai que parfois, il y a des frictions, parfois voilà, hein, ça frotte, c'est un petit peu tendu. Et parfois, il y a, si je dis des accommodements, il ne faudrait pas croire accommodement au sens d'une compromission. Disons qu'un compromis, ça n'est pas pareil qu'une compromission. Voilà, donc je réfléchis à quelle image je pourrais vous donner. En tout cas, les textes sont clairs sur le fait que une maman voilée, ça n'est pas un personnel. Enfin, plus loin que personnel. Ça n'est pas une personne fonctionnaire de l'État, je veux dire. Et donc, elle a tout à fait le droit de porter son foulard ou d'autres de porter des symboles religieux de hommes et femmes de tous ordres. Quant aux menus spéciaux, alors je ne sais pas, Marie, si vous avez habité en France ou pas, et ni quel âge vous avez, moi j'en ai 54. Quand j'étais enfant à la cantine, on ne se posait pas de questions. Il y avait du poisson tous les vendredis. Et j'étais à l'école publique, hein, je tiens à le dire, je n'étais pas du tout dans une école religieuse. Et donc, parmi les Mariannes qui m'écoutent, les Françaises qui ont à peu près mon âge et qui sont allées à l'école publique, probablement toutes elles ont connu ça, que généralement, il y avait du poisson le vendredi. Et même mes enfants qui ont une vingtaine d'années, c'était encore le cas souvent. Et plus personne ne se souvenait que c'était pour des raisons religieuses, catholiques, enfin liées, vous le savez comme moi, hein, liées au jeûne et le fait de faire maigre le vendredi. On l'avait oublié, mais on avait gardé le poisson, parce que finalement, c'était bien d'avoir des menus variés. Ce que je veux dire, c'est que les menus, ça crée un vrai problème et que parfois, on pourrait vivre les choses plus tranquillement. Donc, il y a plusieurs niveaux dans les menus spéciaux. Bien évidemment, enfin non, pas bien évidemment, Marie. Peut-être que je fais une supposition et que ça n'est pas ce dont vous vouliez parler, et dans ce cas-là, pardonnez-moi. Mais quand on fait allusion au menu, souvent on fait référence aux interdits alimentaires de la religion musulmane. Alors qu'elle n'est pas la seule à avoir des interdits religieux, mais c'est souvent cela qu'on pense. Donc on peut très bien avoir des menus sans porc, c'est pas très compliqué. Et on doit laisser le choix aux enfants de prendre des carottes râpées plutôt que du saucisson, par exemple. Mais c'est important qu'on laisse le choix à tous les enfants. Je veux dire, moi-même, quand j'étais enseignante, il m'est arrivé une fois qu'on me propose donc du saucisson. J'avoue que je n'aime pas ça. Et j'ai voulu prendre des carottes, ou l'équivalent, enfin des tomates, que sais-je. Et la personne qui servait les repas m'a dit mais vous n'êtes pas musulmane. Je dis bah non, mais je n'aime pas le saucisson. Donc ce qui est important, c'est que chaque enfant puisse effectivement se nourrir sans comment dire, aller à l'encontre de sa pratique religieuse. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que on vienne vous dire parce que tu t'appelles comme ceci,
parce que tu as tel prénom plutôt que tel autre, je pense à ta place et je pense que tu ne dois pas manger de porc. C'est ça qui serait embêtant. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Il y a bien d'autres questions autour des menus spéciaux. Aujourd'hui, la question des menus végétariens et des menus véganes, ou bien des menus bio, elle se pose de la même façon. Et donc, de même qu'un parent pourrait dire, moi je ne veux pas que mon enfant mange du porc, ou mange un menu non halal, donc avec une viande sacrifiée de façon rituelle, de la même façon, je ne veux pas que mon enfant mange un repas qui ne serait pas bio, par exemple. Ou simplement, je ne veux pas que mon enfant mange de la viande, je veux un repas végétarien, voire un repas vegan. Donc en fait, on a plein donc la question des menus, vous voyez bien que si on la prend uniquement sous l'angle du porc, pour les musulmans, alors que ça concerne aussi les juifs, on est stigmatisant. C'est une question plus générale à partir des menus. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le prix de la démocratie ou quel est le prix de la laïcité? Ce que je veux dire, c'est que il y a un prix pour toute chose. Alors, dans le chat, on ne m'a pas posé de questions sur les caricatures. Bon, très bien. Mais les menus, c'est pareil. C'est que la démocratie, le prix de la démocratie, c'est que ça doit frotter un peu. Donc, ça veut dire que le vivre ensemble, ça veut dire que j'accepte que quelque chose ne corresponde pas tout à fait à mon cadre à moi. Donc, j'accepte qu'à la cantine, mon enfant ne mange pas vegan, mais un peu végétarien. J'accepte que mon enfant ne mange pas de porc, ça, ok, mais j'accepte que le menu ne soit pas halal. Voilà, et que surtout on ne l'oblige pas à manger du porc s'il ne souhaite pas en manger, et à l'inverse, qu'on ne préjuge pas du prénom de mon enfant pour ne pas lui donner de porc alors qu'on en mange à la maison. Voilà, c'est ça de mon point de vue, qui se joue derrière la question des menus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Marie, mais elle a le droit de me mettre un message dans le chat. J'aurais voulu, en attendant qu'il y ait d'autres questions, merci, je voudrais revenir juste sur un petit quelque chose, parce que à plusieurs reprises, j'ai fait référence aux États-Unis. Alors, si tu m'y autorises, Adriana, je voudrais rajouter quelque chose. Por supuesto, sí, claro. Je vous ai dit, Marianne, figure allégorique féminine, et on en a plein, la poésie, l'histoire, etc., etc. Et donc, Marianne. Et c'est important de mesurer à quel point les Français ont tendance à croire que 1789, c'est la première révolution du monde, et qu'il y a rien, et qu'il ne s'est rien passé avant. Que rien n'est important. Voilà, l'unique révolution. Bon, on oublie que les Anglais ont coupé la tête de leur roi quand même 150 ans avant, pas 150, mais enfin plus d'un siècle avant. Et puis on oublie que les Américains, vous le savez aussi bien que moi, les Américains des États-Unis ont fait la guerre, leur déclaration d'indépendance en 1776 et puis jusqu'à la signature du traité de Paris. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas d'allégorie féminine. En revanche, ils ont les figures de leur président, vous le savez, taillées dans la roche. Voilà, eux, ils ont des visages qui sont des visages de personnages réels, historiques, et masculins. Nous, la France, j'entends, on a choisi un personnage féminin, tout en ayant par ailleurs une Révolution française qui s'est très très peu souciée des femmes. Mais une belle femme, avec en plus, vous savez, Marianne, elle est jeune, elle a des beaux seins. Voilà, bon. C'est intéressant de voir que les Américains, ils ont fait d'autres choix. Pas forcément conscients. Ils ne sont pas mis autour d'une table, ils n'ont pas décidé. Néanmoins, leur visage à eux, au pluriel, puisqu'ils sont 4, ce sont les 4 présidents américains des Monts-Rushmore. Et puis, ils ont choisi d'avoir, contrairement à nous qui avons seulement 3 mots, liberté, égalité, fraternité, ils ont choisi d'avoir, eux, un symbole qui est l'aigle. Et l'aigle, qui est à la fois un symbole impérial, depuis peut-être pas l'Antiquité, puis surtout l'époque médiévale, qui était symbole de pouvoir, un symbole de force, un symbole très masculin. C'est très viril, l'aigle, c'est pas un symbole féminin. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment ça s'est construit aux États-Unis, et puis comment aux États-Unis, où il y a aussi une sécularisation très forte, la présence de Dieu, elle reste très importante, on le sait. In God we trust, enfin, l'habitude, c'est pas du tout constitutionnel, mais l'habitude que le président prête serment sur la Bible, voilà, on a tous ces éléments, et pourtant c'est un État très sécularisé. Donc c'est intéressant de voir que justement, c'est un État sécularisé, mais qui n'a pas la même laïcité,
je me permets pas du tout de parler de l'Argentine, hein, donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de parler des États-Unis. C'est intéressant de voir comment aux États-Unis les choses elles se sont nouées différemment, mais on a certains États aujourd'hui, par exemple l'Iowa, c'est un État qui a un drapeau qui comporte les couleurs bleu, blanc, rouge, par référence à la présence française en Amérique du Nord. Enfin, il y a vraiment des interconnexions. Donc c'est intéressant toujours, je trouve, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que voilà, ça vient nous éclairer. Et puis la dernière chose que je voulais dire sur la laïcité, je regarde comme il n'y a pas d'autres questions. La dernière chose que je voulais dire sur la laïcité, c'est que quand on essaie de regarder ce qui se passe ailleurs, souvent on dit il y a un autre État laïque très important dans le monde. Je ne parle pas des États athées, mais bien des États laïques. C'est la Turquie. Alors pas la Turquie de ces dernières années, pas ce qui se passe depuis depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, mais antérieurement. Et donc ce qu'a fait, son nom m'échappe, ça y est, Atatürk, dans les années 1920, entre 1920 et 1930. Mais en fait, Atatürk, il décrète que la Turquie est un État laïque, en reprenant beaucoup d'éléments de ce qu'a fait la République française, mais il le fait parce qu'il estime que tous les Turcs sont musulmans, et parce qu'il estime-t-il tous les Turcs sont musulmans, sans tenir compte donc de l'importante population chrétienne, eh bien, il n'y a plus besoin que les symboles ou les tenues musulmanes soient à ce point présentes. Il estime qu'il n'y en a plus besoin et que donc l'État est laïque parce qu'il doit se dégager de certaines pratiques qu'il qualifie d'arriérées, hein, voilà, arriérées, vieillottes, tout ce qu'on veut. Donc il se dégage de ces pratiques-là, mais en même temps, il n'est pas du tout dans l'idée que l'État doit être neutre pour laisser la place libre à toutes les religions possibles. Donc c'est une laïcité également très différente. Mais voilà, j'en parle parce que souvent on le prend en exemple, encore une fois, sans regarder la Turquie d'aujourd'hui, qui est maintenant un État très très différent. Donc voilà, je voulais juste compléter pour donner un petit peu de points de comparaison par rapport à la laïcité à la française. Et je veux bien répondre aux questions que vous voulez poser. Céline? N'hésitez pas, no duden algunos si quieren abrir el micrófono y hacer sus preguntas, o si quieren escribirlos. Y compris en espagnol, et si je ne comprends pas, vous me la retraduirez. Marie lève la main, manuellement. Ah ben, je ne retrouvais plus. Moi, je veux bien poser une question. En fait, j'étais en train de l'écrire. Ça sera peut-être plus simple de la raconter, enfin de l'exprimer comme ça. Ici en Argentine, moi, là, je suis en vacances en France, mais j'habite en Argentine depuis presque 20 ans. Et ce qui m'a beaucoup surpris avec mes enfants qui sont en bas âge, c'est que l'Argentine a encore une manière de présenter la nationalité de l'Argentine au quotidien aux enfants, avec le salut du drapeau, avec chanter l'hymne national. Vers 9 ans, les enfants s'engagent auprès de leur pays avec une cérémonie où je crois cette année c'était virtuel, mais ils s'engagent vis-à-vis du pays et du drapeau, et ils ont comme ça la question de la nationalité argentine. Beaucoup d'enfants d'ailleurs sont peut-être des pays limitrophes, hein, ou les miens qui sont franco-argentins, mais on salue le drapeau tous les matins. C'est une vraie réflexion. Ça m'a vraiment surpris. Mon mari, qui est argentin, me dit « Mais c'est un jeune pays, on a besoin de continuer à insister sur qui on est et montrer aux jeunes immigrants, parce que c'est un pays d'immigrants, donc il y a une époque où plus de la moitié des gens venaient juste d'arriver. Et il continue en fait à faire cela. Et ça me paraît très intéressant. Alors, c'est la France. Eh oui, c'est une vraie question. Alors, et on a parlé du drapeau, mais je vais étendre aussi la réflexion à l'hymne national. On n'a pas parlé de l'hymne tout à l'heure, on ne peut pas parler de tout, mais dans ma réponse, je vais évoquer les deux. La question du drapeau, ça n'était pas une question jusque, je dirais, il y a une petite 50aine d'années. C'est-à-dire que le drapeau, ça m'était au contraire un objet. Tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais dans les années 1880, le comte de Chambord, qui est l'héritier du trône de France qui n'existe plus. Néanmoins, c'est l'héritier, hein, c'est un Bourbon. Eh bien, il y a un mouvement en sa faveur. Et il pense qu'il peut redevenir roi de France. Je ne vais pas vous dire qu'effectivement, il y avait un boulevard devant lui. Je ne vais pas entrer dans ces considérations. Mais de son point de vue, les Français sont avec lui. Les Français, majoritairement, veulent un roi de France. Mais
il veut le drapeau blanc. Et on lui dit non. Si vous renoncez enfin, si vous écartez le drapeau bleu, blanc, rouge pour le seul drapeau blanc, drapeau du roi, les Français ne vous suivront pas. Il refuse. Et pour cette raison, on le lâche effectivement. Alors, je ne dis pas qu'il serait devenu roi, hein, mais en tout cas, cette histoire du drapeau et de ce refus du drapeau tricolore, donc ça montre à quel point le drapeau, il est à ce moment-là très important. Et j'avance dans le temps, bien sûr, hein, rapidement. Le drapeau reste très important. Voilà, enfin, par exemple, la Libération, 1944, tout le monde pavoise. Pavoiser, c'est donc accrocher son drapeau à la fenêtre. Tout le monde pavoise, tout le monde a trouvé 3 morceaux de tissu difficilement pour en faire un drapeau, etc., etc. Donc le drapeau français, ça n'est pas un problème, jusque dans les années 60. Puis dans les années 60, la gauche, l'extrême gauche plutôt, notamment en mai 68 et après, dit, je vais le dire de façon un peu, mais voilà, dit le drapeau français, c'est un truc de vieux schnock. Je ne sais pas comment ça se traduit en espagnol. C'est un truc de vieux. Et c'est un truc de vieux réactionnaire, militaire, de droite ou d'extrême droite. Bon. Et, oh là, c'est trop long, Patricia, je vais lire après. Et donc, il dit, le drapeau, c'est trop, voilà, le drapeau, c'est pas possible. Et cette idée, elle va diffuser très largement dans la société. L'idée que le drapeau français, ça renvoie désormais à quelque chose de nationaliste au sens belliqueux, au sens de mépris par rapport aux autres, hein, de supériorité, pas forcément raciale, mais en tout cas de supériorité culturelle. Et ça permet aux partis de droite, mais surtout aux partis d'extrême droite, de le récupérer. Et ça devient un cercle vicieux. Plus le drapeau est récupéré par un parti d'extrême droite, et plus les autres, le reste de la population, se sent en difficulté ou met le drapeau à l'écart. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai dû intervenir sur cette question il n'y a pas très longtemps, avec des jeunes qui disaient « Ah non, mais moi je ne veux pas aller là parce qu'il y a le drapeau français. » Et c'est donc que là, il y a le parti d'extrême droite. Parce que ce drapeau a été comme capté, je cherche le mot, enfin capté, je ne vois pas d'autre mot. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème parce que on voit bien qu'il faudrait arriver à, alors je vais pas, il y a des choses qui se mettent en place là que je ne vais pas développer, mais en tout cas, comment renverser la tendance? Je ne sais pas si, comme l'Argentine, la France est un pays jeune, mais la République, elle n'est pas si vieille que cela finalement. Et que la République, elle s'ancre à partir des années 1880, mais elle a été quand même sacrément mise entre parenthèses entre 1940 et 1944. C'est bien plus jeune que l'Argentine, 1940-44. Donc ce rapport au drapeau français, c'est inquiétant de voir à quel point il est récupéré d'un côté et donc mis à l'écart de l'autre. Et de la même façon, on sait que la Marseillaise, alors même chose, la Marseillaise, sa musique, elle a été posée très tardivement. Enfin, il y a plein de versions différentes. Ça n'est que dans les années 1870-80 qu'on pose vraiment la musique. Je ne sais pas comment augmenter le... J'ai l'impression que tu couvres ton microphone avec quelque chose. Moi ? Voilà, c'est mieux. C'est mieux ? Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je dis, je suis désolée si on m'a mal entendu. Je disais que la Marseillaise, comme le drapeau, comme Marianne, la Marseillaise recouvre beaucoup de choses, mais au départ, c'est un chant de guerre, parmi d'autres. Et il est populaire parce qu'il a un air entraînant. Il a un air qu'on retient facilement. Je ne suis pas musicienne, mais on le sait, c'est un air qui se, ou en tout cas le couplet, et puis c'est un air qui se joue très facilement au clairon. Donc c'est très important. Mais pour autant, aujourd'hui, la Marseillaise, on a un petit peu de mal à la chanter. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, eh bien le sang impur, ça fait un peu tousser, si je puis dire. Donc voilà, il y a des gens qui se disent, ben moi je veux bien le chanter, mais ce mot-là, je ne le prononce pas. Ou bien je ne veux pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne vais pas chanter qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je veux bien chanter le reste, mais pas ça. Donc il y a eu des tentatives pour le réécrire. Mais c'est très compliqué de réécrire quelque chose qui convienne à tout le monde. Alors il va falloir penser les femmes, les hommes, les ci, les ça, les vieux, les jeunes. Enfin, vous voyez, on ne pourra jamais écrire quelque chose qui plaise à tout le monde. Et donc là encore, ce qu'il faut, c'est comprendre que, bien sûr que là, il y a des mots qui aujourd'hui ne passent plus, mais il faut le chanter au-delà des mots, comme
le symbole d'une appartenance à la nation française. Et lorsque, alors, je ne sais pas ce qu'a fait l'Argentine récemment, mais bon, quand les joueurs de foot ont été sortis prématurément de la Coupe d'Europe. Néanmoins, tant qu'ils étaient là, ils chantent et c'est important et de vérifier que les joueurs chantent bien l'hymne sur le terrain. Et évidemment, on espère qu'ils le chantent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un hymne national, et pas pour les mots qu'il contient. Mais ça reste compliqué. Voilà. Et alors, je ne sais pas ce qu'a écrit Patricia. Lo leemos en español y se traduce, ¿no? Si, mais je crois que j'ai compris. Mais alors, les arbres de la liberté, ici en France? Oui, en France. ¿Quieren que lea lo que dice Patricia? ¿Si están de acuerdo? Alors, Sí. Dice, tenía la idea de que el símbolo de Marianne es en cierta forma una personalización, porque los primeros intentos, creo que esto ya se refirió a Anne-Françoise, los primeros intentos de instalar el árbol de la libertad era demasiado abstracto, dice. La personalización de los padres de la independencia en Estados Unidos muestra también que en algún momento hace falta una identificación a un modelo humano que encarne ciertos valores. Un poco lo que decía Anne-Françoise. Oui, j'ai compris. J'ai compris. En fait, je suis d'accord avec Patricia, c'est-à-dire qu'on a besoin de figures concrètes qui peuvent être féminines, ou j'ai parlé de l'aigle tout à l'heure, hein, c'est pas... En tout cas, on a besoin de figures concrètes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un cas, on a une allégorie pour représenter une abstraction, la liberté, et dans l'autre, on n'a pas une allégorie, on a des personnages historiques réels. C'est intéressant de voir que les deux pays se sont choisis des figures différentes. C'était ça ce que je voulais dire. Et accessoirement, masculine, féminine. Je suis pas sûre, je suis pas complètement sûre de le fait qu'installer des arbres de la liberté, c'était trop abstrait. D'abord, installer des arbres, c'est une pratique ancienne, hein, et avoir un arbre au milieu de la place du village, autour duquel on se réunit pour des discussions ou pour des fêtes populaires, c'est une pratique très ancienne. Planter l'arbre de la liberté, c'était au contraire très concret. Il y avait l'idée d'enraciner quelque chose. Je sais bien qu'on peut couper un arbre, évidemment. Mais, vous voyez, c'est pas un bouquet de fleurs coupées, si je puis dire. Planter un arbre, ça veut vraiment dire, dans un pays qui était encore rural à 90%, 85%, planter un arbre, ça voulait dire, on s'ancre dans quelque chose, il y a les racines, donc le passé, et puis l'arbre pousse et c'est l'avenir. Donc c'était au contraire quelque chose de très concret. C'était un geste très fort et un geste collectif. Mais par ailleurs, effectivement, on a besoin de figures pour représenter le concret. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la laïcité à l'école, on a parlé de symboles. Non, quelqu'un m'a interrogé sur les menus spéciaux ou sur le voile. Bon, ou voilà. Et en fait, ça pose toujours la question de et ceux qui n'ont rien. Je veux dire par là, moi je suis, supposons, je ne suis ni végane, ni végétarienne, ni juive, ni musulmane, ni hindoue, donc je mange du cochon, de la vache, de voilà. Bon, s'il n'y a pas de menu spécial pour moi, c'est peut-être que je ne suis rien. C'est paradoxal, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et de même, l'athéisme, c'est une négation, enfin, la définition est négative. En grec, c'est un A privatif, c'est une négation. Athéisme, c'est ne pas croire en Dieu. On n'a pas de définition positive. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps parce que j'ai une cérémonie très particulière à organiser. Et on me disait ce serait bien d'inviter des personnalités représentant les différents courants religieux principaux. J'ai dit oui, mais alors il faut aussi quelqu'un qui représente l'athéisme. Mais c'est compliqué de représenter l'athéisme. Donc, si j'entre dans une école avec une croix ou un voile ou une kippa, enfin si j'étais un homme bien sûr, avec une kippa, etc., je manifeste mon opinion religieuse et j'en ai le droit parce que je suis juste parent. Là, je m'exprime en tant que parent, hein, pas en tant que professionnel. Mais comment je manifeste le fait que je ne crois pas en Dieu? Voilà, donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça, voilà, donc je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais c'est quelque chose de toujours avoir en tête, en tout cas. On s'attache
à ce qui est visible. C'est important aussi de donner sa place à ce que l'on ne peut pas facilement montrer ou percevoir. Alors, Lisa, ah non, tengo que retirar. Bon, merci en tout cas. Et je veux bien aussi répondre à Norma, si on a encore un tout petit peu de temps. Norma Graciela. Oui. Alors, encore une fois, j'exprime, c'est une opinion personnelle hein, et qui n'engage que moi dans tout ce que je dis. Mais je pense que les tensions actuelles, elles ont à voir avec, de façon très générale, hein, avec, c'est comme une pyramide, si vous voulez. Je veux dire par là que si on considère l'ensemble de la population française, voilà, c'est un ensemble. Et puis il y a des communautés. La notion de communauté en France, elle est beaucoup moins forte alors en Argentine, je ne sais pas, mais aux États-Unis, c'est très fort. On appartient à sa communauté, c'est quelque chose de très très fort. En France, jusque récemment, c'était quelque chose de relativement peu important. Et progressivement, on sent que c'est quelque chose qui prend le pas, qui devient plus important. Donc c'est plus important de manifester mon appartenance à une communauté, notamment par des vêtements qui manifestent l'appartenance à une communauté religieuse. Euh, et, et la question de on vit tous ensemble, c'est une question qui devient moins importante. Et donc il y a de plus en plus de tensions. Et donc tout le travail qu'il y a à faire individuellement et collectivement, c'est de rétablir ou d'étayer ce vivre ensemble, ce mieux vivre ensemble. Alors, pas au sens de bien vivre, mais vraiment au sens de être ensemble. Qu'est-ce qui nous rapproche plutôt que qu'est-ce qui nous différencie? Travail de longue haleine. Mais c'est cela. L'une des réponses, hein, il y a des réponses exogènes. Je veux dire qu'on a aussi des influences qui viennent de l'extérieur et qui viennent nourrir les tensions. Par exemple, pas en ce moment, mais à certaines périodes, le conflit israélo-palestinien a été, comme transposé dans la société française. Voilà, donc on a des causes exogènes, mais on a aussi des causes endogènes. C'est dans le fait de finalement se sentir surtout proche de ceux qui sont proches de nous culturellement, géographiquement, socialement, et d'accorder moins d'importance ou de moins se retrouver dans l'ensemble de la communauté nationale. Alors, quels sont les projets ou solutions à l'œuvre à l'école pour améliorer le sentiment d'identité française de tous les enfants nés français? Alors, j'aurais même envie de dire, Marie, si vous permettez, si tu permets, que je dise des enfants nés en France. Parce que les enfants nés en France, ils ne sont pas forcément français à la naissance, mais ils peuvent le devenir. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, ceux qui peuvent le devenir à 11 ans et ceux qui peuvent le devenir à 18 ans. En tout cas, ils peuvent tous le devenir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se construire au quotidien. C'est moins un grand projet, un grand événement qui est de l'ordre du one-shot, que toute une façon à l'école, mais pas seulement à l'école, parce que l'école ne peut pas tout. C'est toute la société qui est concernée. Mais notamment à l'école, dans ce que j'appelle une citoyenneté en action. Alors, ça peut être participer à diverses cérémonies comme le 11 novembre, qui est fête nationale ici en France, ou le 8 mai 45, voilà, participer à différentes cérémonies. Mais je prends de citoyenneté et la laïcité, je pense que c'est important d'être toujours explicite, de rappeler aux enfants qu'on forme une communauté nationale. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas où vous êtes en vacances, Marie, mais supposons que vous soyez à Paris parce que ça m'arrange. C'est pas le cas. Bon, peu importe. Voilà. Et en tant qu'enseignant, vous choisissez d'emmener vos élèves visiter une cathédrale. Alors, pas Notre-Dame en ce moment, l'exemple est mal choisi, mais bon, une cathédrale. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aux enfants qu'ils vont voir un monument du patrimoine national. Et que ça n'est qu'en entrant dans cette cathédrale, évidemment, on ne va pas les convertir au catholicisme, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais on va leur faire comprendre qu'en fait, ça leur appartient. Pas au sens qu'ils vont repartir avec une chaise ou une bougie, mais que c'est le patrimoine national, c'est le patrimoine de la nation, donc que ça leur appartient. Et c'est voilà, c'est toutes ces actions qui doivent être menées. Et moi, je crois beaucoup à l'explicitation, à dire les choses pour, au quotidien, se rendre compte que tout ceci nous appartient, nous en sommes partie prenante et nous en sommes responsables.
Ah, la Normandie. Bon, eh bien, bon, il y a plein de choses à faire en Normandie. On peut aller voir la tapisserie de Bayeux. Et je voulais répondre. Oups là, il y a une question. Attendez, avant Patricia. ¿Están de acuerdo con él? Je comprends pas ce que veut dire cacherera. Cacherera. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas ce mot. Un artiste de rue, un artiste populaire, je pense que ce serait la bonne traduction. Oui, c'est ça. Non? Ah, je sais pas, alors moi. Street art. Ouais, un artiste qui travaille dans la rue. Oui, oui. Voilà. Bon, mais alors, Mais je pense que c'est le côté négatif, cachera dans le sens, non? pas un grand artiste. Pourquoi ça serait gênant? No, no es denigrante para nada, Celine. Es simplemente una categoría, artista callejero. Entendí el sentido de Patricia Tobaldo, creo. Si. Ok. En fait, on a toujours eu des artistes pour représenter Marianne, plus ou moins importants et avec plus ou moins de signification derrière. Marianne, au XIXe siècle, souvent c'est plutôt une femme d'un certain âge, avec des rondeurs et une certaine poitrine et un visage austère. La place de la République, si vous allez voir la place de la République à Paris, Marianne, elle est pas, voilà, hein, elle est là et elle s'impose. Hein, c'est pas une petite jeune qui nous fait waouh comme ça. Bon. Et puis après on a eu Brigitte Bardot. C'était pas tout à fait la même catégorie, je dirais. Donc, en fait, c'est moins le choix de la question de l'artiste que la question de qui voulons-nous derrière Marianne. En fait, la question, si je prends Brigitte Bardot ou plus récemment Laetitia Casta et puis je sais plus qui encore, c'est que est-ce qu'on veut, vous vous souvenez, tout à l'heure je parlais des présidents américains, est-ce qu'on veut une vraie femme, au sens vrai, au sens d'une personne existante, jeune et puis qui vieillit, ou est-ce qu'on veut rester dans l'allégorie avec un visage qui ne correspond à personne? Il faut savoir que c'est le buste dans les mairies, le buste de Marianne, monsieur ou madame le maire qui veut renouveler sa mairie, il peut mettre n'importe quel buste de Marianne. En fait, il a le choix. Il n'y a pas une Marianne unique. Autant c'est la même sur les timbres, par définition, autant dans les mairies. En revanche, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je voulais vous le dire, j'ai oublié, je le fais maintenant. Voilà, vous allez vous marier. Et puis la salle de la mairie est trop petite en cette période de Covid. Madame ou monsieur le maire peut vous marier à l'extérieur. La seule chose, il doit avoir deux choses avec lui. Son écharpe tricolore, bien posée, c'est-à-dire avec le bleu du côté du cou, parce que si c'était le rouge, ce serait un député. Et il doit avoir son buste de Marianne. Donc s'il sort dans la cour de la mairie pour respecter le contexte sanitaire que vous connaissez, hélas, encore bien pire que nous, eh bien s'il sort dans la cour de la mairie avec son buste de Marianne et son écharpe, il peut vous marier. Mais son buste de Marianne, il a le choix. Il n'y a pas un buste unique. Donc ça peut être, voilà, ça peut être un buste qui correspond au visage, effectivement, d'une top modèle, par exemple, ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Oui, il y a eu Catherine Deneuve, effectivement, dit Norma Graciela, Françoise d'Orléac, etc., etc. Alors, je n'ai pas vu la question de Patricia. Est-ce qu'il y a une restriction pour devenir président de la République au sujet de religion? Pas du tout. Par définition, il ne peut pas y en avoir, Patricia. Ce qui serait gênant, ce serait un président qui aurait un programme de renforcement ou de prééminence d'une religion sur une autre. Mais sinon, non. Il faut comprendre la laïcité de la façon la plus englobante possible. Donc, évidemment, un président de la République, il a bien le droit d'avoir une religion, de ne pas en avoir, de s'être converti, d'avoir renoncé. Enfin, tout est possible. Il fait ce qu'il veut. En revanche, s'il commence à dire parce que ma religion est comme ci ou comme ça, eh bien, je décide que ça n'est plus le dimanche qui sera férié, mais le samedi. Enfin, qui sera férié, qui est le dimanche, le jour de repos hebdomadaire. Je décide que ce sera plus le dimanche, mais le samedi parce que je suis juif, ou le vendredi parce que je suis musulman. Là, ça va devenir compliqué. Compliqué est un euphémisme pour moi. Mais sinon, il n'y a évidemment aucune restriction. Mais de la même façon, je vais prendre un autre exemple. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe en Argentine. Mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a, lors des recensements, on vous pose aux États-Unis la question de
Vous avez à cocher si vous êtes native, ou bien si vous êtes blanc, ou si vous êtes noir, ou voilà. En France, les statistiques ethniques sont interdites. Ça n'est même pas qu'on n'en fait pas parce qu'on n'a pas l'idée. Elles sont interdites. Donc, et oui. Donc la laïcité, elle dit, l'article 1 de la Constitution dit la France est une république, ça y est, je l'ai oublié, laïque, sociale, indivisible, il me manque un mot. En tout cas, voilà, elle est indivisible. L'une des significations de cette indivisibilité, c'est qu'on ne va pas regarder entre les citoyens pour savoir qui est noir ou qui est blanc, ou qui est roux ou qui est je ne sais quoi. Et à partir du moment où vous êtes devenu français, parce que vous êtes né d'un parent français, parce que vous avez fait une demande de naturalisation, parce que vous êtes né en France, que vous y avez vécu et que vous atteignez vos 18 ans, parce que vous vous êtes marié avec une personne de nationalité française, etc. Une fois que vous êtes devenu français, vous êtes devenu français, point. Il n'y a pas de distinction entre je suis devenu français, je suis né français, ou bien je suis devenu français de telle ou telle façon. Le jour où vous devenez français, vous pouvez vous présenter, vous pouvez voter, vous pouvez vous présenter aux élections, et y compris aux élections pour être président de la République. Donc la laïcité, c'est ça aussi. C'est l'État, pas seulement la laïcité, mais aussi notre fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'autres textes, hein, et le préambule de la Constitution française dit bien à quel point il n'y a pas de distinction. Je vous donne un autre exemple à propos de la Corse. Donc, vous savez ou vous ne savez pas que les Corses, il y a un mouvement indépendantiste très fort en Corse. Et régulièrement, on va dire qu'il y a des conflits, ça explose un peu au sens propre. Bon. Il y a peut-être 20 ans maintenant, je ne pourrais plus vous donner la date exacte, il y a eu un moment, un texte de négociation et de compromis, dont le premier article était « Le peuple corse, virgule, partie du peuple français ». Partie au sens, une partie, hein, pas au sens d'être partie loin d'eux. Eh bien, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, qui a dit, le Conseil constitutionnel a repris l'argument de l'indivisibilité, et il a dit non, il n'y a pas de peuple corse. Oui à la reconnaissance de la langue corse, oui à une grande autonomie de la Corse, mais l'idée de peuple corse est contraire à la Constitution, parce qu'il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à toutes vos questions. Oui, écoute Anne-Françoise, merci beaucoup de la part de tout le monde, je pense. C'était vraiment très intéressant, aussi bien pour les Françaises que les Argentines, j'imagine, surtout la relation de tout ce dont tu as parlé par rapport à notre propre association et le nom de notre association. C'est un très beau nom. Y quería avisar, bueno, a todas que cualquier cosa van a poder verlo en el YouTube de Marianne, y quería entonces agradecer, bueno, a Anne-Françoise por haber estado, a Adriana por ser nuestra interlocutora, y a Rogelina por habernos ayudado a organizarlo, y a Laurence, que nos permitió conocer a Anne-Françoise y permitirnos esa charla. Merci à vous. Merci de m'avoir invité à votre chapitre il y a 15 jours. Et ça m'a permis de faire votre connaissance et ça m'a beaucoup touchée. Alors merci beaucoup.